Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Lancement d'un atelier sur les statistiques des finances publiques qui s'est tenu au Palais du Peuple de Djibouti. Aux nouvelles mondiales à présent, 191 migrants secourus en Méditerranée centrale. Les détails de ce journal à présent, mesdames et messieurs, sous le haut patronage de son Excellence, M. Ousmane Ibrahim Roble, le ministre du Budget. Un atelier de réflexion sur les statistiques des finances publiques a été inauguré ce matin au Palais du Peuple à Djibouti. Cet événement d'envergure qui se poursuivra jusqu'au 29 août marque une étape importante dans la volonté du gouvernement djiboutien d'améliorer sa gestion des finances publiques. L'objectif principal de cet atelier est de renforcer les capacités nationales en matière de production, d'analyse et d'utilisation des données financières publiques. Cette initiative s'inscrit également dans une démarche plus large visant à optimiser la gouvernance économique du pays. En effet, l'événement a rassemblé des hauts cadres issus des différents services et départements du ministère du Budget. Parmi les participants de marque, on note la présence de M. Mohamed Moussa Roble, directeur général de l'administration des impôts, ainsi que des représentants clés des directions des impôts et des douanes. Au cours des prochains jours, les participants se pencheront sur plusieurs thématiques cruciales, notamment l'amélioration des méthodes de collecte des données financières, l'harmonisation des méthodologies utilisées dans différents services, l'optimisation de la diffusion des statistiques des finances publiques. Cette initiative témoigne de la volonté du gouvernement djiboutien de moderniser ses pratiques en matière de gestion financière en renforçant la qualité et la fiabilité des données statistiques. Les autorités espèrent pouvoir prendre des décisions plus éclairées et améliorer la transparence de la gestion des fonds publics. Un atelier qui représente une opportunité unique pour les cadres du ministère du Budget de partager leur expérience, d'identifier les défis communs et de proposer des solutions innovantes pour améliorer la gestion des finances publiques du pays. À l'heure où la bonne gouvernance économique est plus que jamais un enjeu crucial pour le développement, cette initiative pourrait bien marquer un tournant dans la manière dont Djibouti gère ses ressources financières. Pour plus de détails, on écoute un extrait de l'intervention du ministre du Budget, son Excellence M. Ousmane Ibrahim Roble. Dans le contexte actuel où la transparence, l'efficacité et la responsabilité dans la gestion des ressources publiques sont plus que jamais au centre de nos préoccupations, la qualité des statistiques des finances publiques devient un enjeu fondamental. Ces statistiques, vous le savez autant que moi, ne sont pas seulement des chiffres. Elles représentent des outils cruciaux pour l'élaboration de politiques publiques, la prise de décisions éclairées et la gestion rigoureuse de nos finances. L'atelier que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique. Il vise à renforcer nos capacités à produire, analyser et utiliser les données financières publiques pour une meilleure gouvernance économique. Cela revêt une importance particulière car nous sommes engagés dans un processus de réforme des finances publiques qui pose des questions fondamentales et qui repose sur 3 piliers essentiels: la transparence budgétaire, l'efficacité des dépenses et la responsabilité dans la gestion des ressources. À cet effet, je vous engage à aborder ces débats avec un esprit ouvert, participatif et une volonté surtout d'innovation. Notre pays a besoin de statistiques financières qui reflètent fidèlement la réalité économique et budgétaire et qui permettent de bâtir un cadre solide pour une croissance inclusive et durable. Je reste convaincu que les réflexions issues de cet atelier poseront les bases pour une gestion plus efficace de nos ressources publiques et permettront d'accroître la confiance de nos concitoyens et de nos partenaires dans la gouvernance financière de notre pays. En mission de travail en Égypte, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, son Excellence M. Younis Ali Guedi, a été reçu hier samedi 24 août 2024 au Caire, capitale de l'Égypte, par le nouveau ministre égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables, son Excellence M. Mahmoud Mostafa Esmat, entouré de ses plus
plus proches collaborateurs. L'entrevue s'est déroulée en présence de notre ambassadeur en République arabe d'Égypte et représentant auprès de la Ligue des États arabes, son Excellence ambassadeur Ahmed Ali Barre, des conseillers techniques du ministre, en l'occurrence M. Mahdi Wabri Hassan et Abbas Aden Ate, également le directeur de l'énergie, M. Gouled Mohamed Jama. Au centre des discussions entre les deux ministres djiboutiens et égyptiens, l'excellence et la qualité des relations bilatérales d'amitié et de coopération déjà existantes entre les deux pays frères et amis, ainsi que les voies et moyens de les renforcer davantage, notamment dans le secteur de l'électricité et des énergies renouvelables. L'entretien a également porté sur la possibilité pour les groupes énergétiques égyptiens d'opérer à Djibouti et d'explorer des projets communs dans le domaine des énergies renouvelables, plus précisément l'électrification des villages éloignés du réseau de distribution électrique nationale par l'installation des mini-centrales solaires. Sur ce point précis, il a été question de la finalisation dans les prochains jours du contrat d'exécution du projet de construction de la centrale solaire de Marjaga de plus de 300 kW ainsi que le déploiement de centaines de pompes solaires dans des puits situés dans les zones rurales qui permettront aux populations des villages les plus éloignés d'accéder à l'eau potable. Les deux parties n'ont pas manqué aussi d'aborder des projets de programmes de formation et d'assistance technique en faveur des ingénieurs du ministère de l'Énergie pour transférer l'expertise égyptienne en matière énergétique à Djibouti. Autre actualité nationale, en vertu de la loi numéro 28, année 2008, sixième pilier de la protection des consommateurs, la vente de produits périmés, contrefaits, falsifiés ou non réglementés est strictement interdite. La législation fondamentale pour la sécurité et le bien-être des citoyens encadre rigoureusement les pratiques commerciales afin de prévenir la fraude et de garantir la qualité des biens mis en vente sur le marché national. De ce fait, le ministère du Commerce et du Tourisme rappelle récemment cette obligation légale aux opérateurs économiques, leur demandant de respecter les textes en vigueur. Ces derniers doivent informer les consommateurs de manière claire et transparente sur les caractéristiques des produits qu'ils proposent. Cela passe par un marquage approprié, un étiquetage détaillé ou un affichage visible visant à assurer que chaque consommateur dispose des informations nécessaires pour faire des choix éclairés. Les indications incluent, entre autres, le prix, les conditions particulières de vente et les éventuelles limitations de responsabilité. La rigueur s'applique également au conditionnement et à la conservation des produits. Le ministère insiste sur l'importance de respecter les conditions de stockage, notamment les températures de conservation indiquées sur les emballages, afin de maintenir l'intégrité des produits jusqu'à leur achat. Les commerçants sont ainsi mis en garde contre toute négligence qui pourrait nuire à la santé publique. En parallèle, le ministère appelle les consommateurs à une vigilance accrue, en particulier concernant les dates de présomption de produits alimentaires. Une attention particulière doit être portée à ce détail crucial pour éviter tout risque de consommation de produits potentiellement dangereux. Dans un effort continu pour protéger les droits des consommateurs, le ministère du Commerce et du Tourisme renforce les contrôles sur l'ensemble du territoire. Les services compétents effectuent régulièrement des inspections pour s'assurer du respect des lois en vigueur et pour combattre les pratiques commerciales illicites. Cette initiative vise à maintenir des standards et des qualités élevées en garantissant que chaque produit qui se trouve sur les étals répond aux exigences légales et aux attentes des consommateurs. Direction le nord à présent, à Obok, où l'Association pour l'avenir et le développement d'Obok a organisé ce samedi 24 août 2024 une cérémonie de clôture du projet visant à promouvoir la lutte contre les violences faites aux femmes afin de renforcer la promotion de l'éducation et de combattre l'abandon scolaire des jeunes filles. L'événement s'est déroulé en conseil régional d'Obok en présence du président de l'association, M. Ibrahim, du représentant du conseil régional d'Obok, le point focal de la santé mère et enfant du CMH d'Obok, ainsi que le représentant de la gendarmerie et de la police, mais aussi des jeunes bénéficiaires de la formation sur les VGB, le VBG et MGF. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par l'USAID et mis en œuvre par l'ONG américaine de Kaizen Company dans le cadre de la composante 3 qui vise à promouvoir l'impact socio-économique du VBG MGF, la promotion des actions de prévention et de lutte contre les violences basées sur le genre, y compris la mutilation génitale féminine.
Au cours de cette cérémonie, de nombreux intervenants ont partagé leur expérience et leur expertise sur la question des violences basées sur le genre, mettant en lumière l'importance de lutter contre ce fléau et de soutenir les victimes. Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des attestations de participation aux ateliers de formation sur les pratiques discriminatoires et les différents types de violences, et elle a marqué une étape importante dans la sensibilisation de la lutte contre les violences basées sur le genre. Toujours au nord à présent, mais à Tadjoura, où l'association Miroir de la jeunesse de Adaïdou va clôturer ce jeudi 22 août la 27e édition de ses activités estivales, marquant ainsi la fin d'un mois d'activité intense. Cette activité estivale, organisée en collaboration avec le secrétariat d'État chargé des sports, a rassemblé plusieurs centaines de jeunes venus de plusieurs localités de la région dans une ambiance conviviale et sportive qui a su unir les jeunes et renforcer la cohésion sociale. La journée de clôture a débuté dès le matin avec l'épreuve de l'endurance. Elle a également été marquée par la finale du tournoi de volleyball. L'après-midi, le théâtre de la grande finale du tournoi de football, l'un des moments forts de ces activités estivales. L'équipe des Yagouri, après un parcours remarquable, a affronté celle de Moula dans un match intense. La soirée a été l'occasion de célébrer la fin de cette édition à travers une grande fête animée par des artistes de renom. Musique, danse et spectacles ont été au rendez-vous qui ont rythmé cette soirée mémorable. Au Nouvel Mondial à présent, je vous le disais dans le titre, près de 200 migrants ont été secourus en Méditerranée centrale vendredi par l'ONG Médecins sans frontières. Les détails avec Moussa Bachir. Ont été secourus en Méditerranée centrale vendredi par l'ONG Médecins sans frontières. C'est après 4 jours passés à la dérive en mer suite à une panne de moteur de leur bateau que ces personnes ont été repérées par le navire de Médecins sans frontières, Géo Barents. Ils étaient précisément 191 à bord de l'embarcation de Fortune. Au total, 5 opérations de sauvetage ont été nécessaires pour rassembler tous les passagers. Certains ont été repêchés dans l'eau. Les migrants ont été ensuite conduits vers le port italien de Salerme. À Gaza à présent, les pêcheurs risquent leur vie pour nourrir les Palestiniens dans la bande de Gaza. Voici toujours avec M. Moussa. Dans la bande de Gaza, les populations s'en remettent désormais aux pêcheurs pour avoir de quoi se nourrir. Plus de 4000 pêcheurs qui bravent les restrictions qui leur sont imposées par Israël dans la Méditerranée. Et il est aujourd'hui très risqué d'approvisionner en poissons frais 2,2 millions de Palestiniens affamés, l'autre visage de la guerre. De nombreux pêcheurs ont indiqué que l'espace dont ils disposent pour pêcher est extrêmement limité et qu'il y a un risque que les navires israéliens s'approchent d'eux et les tuent à tout moment. Au cours des premières semaines de la guerre contre Gaza, les forces d'occupation israéliennes ont bombardé les ports de pêche dans tous les gouvernorats de la bande de Gaza, détruisant la plupart des bateaux de pêche. La pêche a été interrompue par crainte d'être prise pour cible par Israël, comme c'est le cas lors de chaque guerre et de chaque escalade majeure. Ismaël Abou Jawab, 35 ans, capitaine de bateau, réside à Der al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, il n'a pas pu pêcher. Lorsque la guerre s'est prolongée et que la faim s'est intensifiée en raison du siège israélien, des centaines de pêcheurs et d'amateurs ont été contraints de prendre le risque de naviguer en mer à la recherche d'un moyen de subsistance. Avant la guerre de Gaza, plus de 4000 pêcheurs et des centaines d'amateurs travaillaient dans le secteur de la pêche, qui était leur seul moyen de subsistance. Les prix des produits de base dans la bande de Gaza ont grimpé en flèche après la fermeture du point de passage frontalier avec l'Égypte, qui a aggravé la pénurie en temps de guerre. Au Bangladesh, près de 300 000 personnes réfugiées dans des abris après des inondations. Nous continuons avec M. Moussa Bachir pour les détails. Du Bangladesh ont dû se réfugier dans des abris d'urgence pour fuir les inondations frappant ce pays d'Asie du Sud-Est, qui vient de connaître un séisme politique, selon des responsables des services de secours. Les inondations déclenchées par de fortes pluies de mousson au Bangladesh et en Inde ont provoqué la mort d'au moins 42 personnes depuis le début de la semaine et forcé près de 300 000 personnes à se réfugier dans des abris de fortune, selon des responsables des services de secours. Ma maison est complètement inondée, explique à l'AFP Luftan Nahar, 60 ans, dans un abri de Feni,
un district proche de la frontière avec l'État indien du Tripura et qui compte parmi les plus touchés. L'eau coule par-dessus notre toit, poursuit-il. Mon frère nous a emmenés jusqu'ici par bateau. Sinon, nous serions morts. Pays de faible altitude, le Bangladesh, 170 millions d'habitants, est traversé par des centaines de cours d'eau et une bonne partie de son territoire est constituée de deltas et de grands fleuves himalayens, tels que le Gange ou le Brahmapoutre. Plusieurs influents de ces deux fleuves continuent de déborder, mais les prévisions tablent sur une pluie s'amoindrissant dans les jours à venir. L'accès au district inondé est entravé par les dommages infligés aux autoroutes et voies ferrées reliant la capitale Dhaka et Chittagong, la principale ville portuaire du pays, qui ont désorganisé l'activité économique. 24 personnes sont mortes dans l'État indien du Tripura depuis lundi, a déclaré à l'AFP le responsable de l'agence de gestion des catastrophes de cet État, Sarat Kumadas. Au Bangladesh, 18 autres personnes ont été tuées, selon Kumrul Hassan, secrétaire du ministère de la gestion des catastrophes. 285 000 personnes se trouvent dans des abris d'urgence, a ajouté ce dernier, précisant qu'au total, 4,5 millions de personnes avaient été affectées. Une entreprise égyptienne fabrique des tuiles pour le bâtiment à partir des déchets plastiques. L'objectif est de rendre le secteur de la construction plus respectueux de l'environnement. Il s'agit de Teal Green, une jeune entreprise égyptienne de 3 ans dont les fondateurs ont mis au point une nouvelle technologie permettant de transformer des vieux morceaux de plastique en carreaux sans ciment. Ces minuscules morceaux de plastique sont mélangés à du sable pour créer une substance qui est moulée dans le produit final. Teal Green se concentre sur les déchets plastiques indésirables qui finissent généralement dans les bennes à ordures ou dans les rues, sous la forme de sacs en plastique à usage unique et d'autres contenants alimentaires qui ne peuvent pas être recyclés en toute sécurité. L'entreprise poursuit 2 objectifs: fabriquer des matériaux de construction qui offrent une alternative aux tuiles polluantes à base de ciment et réduire les déchets en Égypte. En 2022, l'Égypte s'est classée 22e parmi les 25 pays qui ont fait l'objet d'une enquête sur l'efficacité de leur politique de gestion des déchets plastiques dans le cadre de la même initiative. La construction et l'immobilier sont largement considérés comme le moteur de la croissance économique de l'Égypte. Au Maroc à présent, le Maroc continue de marquer les esprits avec le stade Hassan II, dont des nouvelles images viennent d'être dévoilées par les cabinets d'architectes en charge du projet le 21 août 2024. Ce stade en cours de construction à Ben Slimane, d'une capacité de 115 000 places, sera l'un des joyaux architecturaux du royaume et un élément clé dans la préparation de la Coupe du Monde 2030 que le Maroc organisera avec l'Espagne et le Portugal. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti. Bonne soirée à tous et à toutes.